L'heure est grave. La Côte d'Ivoire risque d'être attaquée par l'Iran à cause de la trahison de Alassane Dramane Ouattara. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Le traître Alassane Dramane Ouattara, le satrape répien venu de Sendou pour trouver la paix des Ivoiriens, ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou afin de tenter de troubler l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Alassane Dramane Ouattara est sorti dans le dos de l'Iran. Comme on pouvait s'y attendre, Alassane Dramane Ouattara, croyant que l'Iran est tombé, s'est précipité pour lui donner le coup de pied de l'âne. La diplomatie ivoirienne vient de publier un communiqué qui est encore plus lâche que celui que nous avons critiqué. Je voudrais ici rendre relativement justice au Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, qui a légèrement redressé le tir après notre critique du communiqué mou, flou, signé par la diplomatie sénégalaise sur le conflit entre la coalition occidentale américano-israélienne et la République islamique d'Iran. Dans le communiqué que le Sénégal avait publié et que nous avons commenté, la diplomatie sénégalaise renvoyait dos à dos l'agresseur et l'agressé. La diplomatie sénégalaise faisait semblant de ne pas voir que c'est Israël et les États-Unis qui ont attaqué délibérément l'Iran, comme ils l'ont fait au Venezuela, comme ils le font contre les Palestiniens, comme ils l'ont fait en Irak, comme ils l'ont fait en Libye, comme ils le font en République démocratique du Congo à travers leurs vassaux, Kagame et Museveni, comme ils le font contre Cuba. Bref, le communiqué sénégalais était vraiment un monument de haute trahison diplomatique contre un peuple frère, le peuple iranien en lutte. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre Ousmane Sonko ont dû entendre siffler leurs oreilles après la publication de ce communiqué d'une lâcheté absolument dégoûtante. Ils ont dû entendre siffler leurs oreilles parce que ça a été la levée de bouclier, pas seulement au Sénégal, mais dans toute l'opinion africaine. On y a vu encore une confirmation que ceux qui gouvernent aujourd'hui le Sénégal ont vraiment décidé de trahir les nobles valeurs qu'ils proclamaient quand ils étaient dans l'opposition. Et dès le lendemain de cette sortie foireuse du ministère sénégalais des Affaires étrangères, embaumant d'encens les criminels israéliens et américains, Ousmane Sonko, le Premier ministre du Sénégal, sous couvert de sa responsabilité de président du parti PASTEF, Ousmane Sonko a repris la parole, cette fois-ci dans une communication en direct sur les réseaux sociaux. Là, il a eu le courage de nommer l'agresseur, les États-Unis et Israël, et de soutenir l'agressé, à savoir l'Iran. Il n'a pas manqué de souligner que la ligne traditionnelle panafricaniste de PASTEF est en difficulté depuis qu'ils sont au pouvoir, parce qu'ils sont obligés d'exercer le pouvoir avec des anti-panafricanistes notoires, qui malheureusement bénéficient de l'indulgence, la mansuétude et même de la bienveillance du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Donc je dis qu'il faut quand même ici féliciter le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, pour le fait d'avoir rétro-pédalé. Le fait quand même d'avoir fait un effort de dire la vérité et de dire que l'agresseur, ce sont les États-Unis d'Amérique, c'est Israël et que l'agressé, c'est l'Iran. De dire que le monde est fatigué de subir les agressions impérialistes américaines, impérialistes israéliennes, les agressions occidentales. Il faut rendre justice à Ousmane Sonko d'avoir compris que le communiqué de son ministre des Affaires étrangères était particulièrement nul. Et que ce communiqué, publié au nom de tout le gouvernement, est venu une fois de plus renforcer le doute sur la capacité de PASTEF d'incarner véritablement la révolution panafricaine au Sénégal. Ousmane Sonko a rétro-pédalé, c'est bien. Bien sûr, en rétro-pédalant, il en a profité pour essayer de se défausser aussi, en attribuant les difficultés de la mise en œuvre de la politique panafricaniste au fait que les Africains seraient
accrochés autour des faux débats. Non, les Africains ne sont pas accrochés autour des faux débats. C'est vous qui, arrivés au pouvoir, avez abandonné une partie importante des promesses que vous aviez faites aux Africains. Pas seulement aux Sénégalais, mais aux Africains. Ousmane Sonko. Donc, moi, monsieur le Premier ministre, vous avez rétro-pédalé, je vous en sais gré. Je vous en félicite. J'applique la méthode que j'ai toujours appliquée partout. Je critique un gouvernement. Si un gouvernement fait quelque chose de mieux, tenant compte des critiques que moi ou que d'autres ont formulées, je félicite le gouvernement. Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, je ne vous demande rien. Je n'attends rien de vous. Contrairement à ce que disent certains de vos partisans, allergiques à la dialectique de la critique. Je dis que votre communiqué était mauvais, était mou, flou, il était même cynique. Nous avons eu de la honte que des jeunes dirigeants africains publient un communiqué qui encense les criminels impérialistes américains et israéliens contre l'Iran. Vous êtes revenu devant la scène, en vos qualités de Premier ministre du Sénégal et de chef du parti PASTEF. Vous avez rétro-pédalé sur toute la ligne. Vous avez nommé les coupables et vous avez défendu l'innocent. Nous vous félicitons et nous vous encourageons à vous installer dans la constance. Monsieur le Premier ministre, restez constant. Ne louvoyez plus. Sortez de l'aventure ambiguë au Sénégal. Mais voici donc à peine nous étions en train de voir le Sénégal revenir dans une expression claire de la solidarité africaine envers la solidarité africaine envers le peuple iranien. Voici que sort dans le dos, c'est une expression très répandue en Côte d'Ivoire, sortir dans le dos. Voici que sort dans le dos de l'Iran un certain Alassane Dramane Ouattara, avec un communiqué plus scélérat encore que celui de la diplomatie sénégalaise. Ouattara Dramane, qui est pressé de flatter ses maîtres, les sionistes israéliens et les impérialistes américains, a sorti un communiqué le 1er mars 2026 qui nous fait honte. Le communiqué dit ceci: le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire suit avec une vive préoccupation l'évolution récente de la situation sécuritaire au Moyen-Orient, marquée par des attaques militaires ayant visé plusieurs États de la région. La République de Côte d'Ivoire condamne fermement ces attaques et exprime sa solidarité ainsi que sa compassion à l'endroit des gouvernements et des peuples concernés. Elle réaffirme son attachement indéfectible au respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la sécurité de tous les États. Dans le même esprit, la Côte d'Ivoire appelle l'ensemble des acteurs impliqués directement ou indirectement à faire preuve de la plus grande retenue, à éviter toute action susceptible d'exacerber les tensions et à privilégier les mesures de désescalade propres à préserver la paix et la stabilité régionale et internationale. Elle encourage à cet égard toutes les initiatives diplomatiques et les efforts de médiation engagés par les partenaires régionaux et internationaux. La République de Côte d'Ivoire réitère enfin son engagement constant en faveur de la paix, de la sécurité et de la coopération entre les nations dans l'intérêt des peuples de la région et de l'ensemble de la communauté internationale, fait à Abidjan le 1er mars 2026 par le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République de Côte d'Ivoire. Voici un communiqué qui est vraiment un monument de langue de bois, de mauvaise foi, de lâcheté et d'indignité. Premier paragraphe. Le gouvernement suit avec une vive préoccupation l'évolution récente de la situation sécuritaire au Moyen-Orient, marquée par des attaques militaires, ayant visé plusieurs États de la région. Dès le premier paragraphe, Ouattara veut noyer le poisson. Alassane Dramane Ouattara est incapable de nommer qui est l'agresseur et de dire qui est l'agressé. Pourquoi? Parce qu'il veut flatter ses maîtres sionistes dirigés par Netanyahou et ses maîtres impérialistes occidentaux dirigés par Trump. Au lieu de dire que la Côte d'Ivoire est préoccupée par l'agression délibérée, sauvage et barbare des États-Unis d'Amérique et de la République d'Israël contre la République islamique d'Iran, Alassane Ouattara a écrit cela. Quelle honte il nous inflige en Côte d'Ivoire, Ouattara, de s'exprimer de cette façon. Quand un peuple frère de l'Afrique, le peuple iranien, est agressé, quelle honte, quelle pitié, quelle indignité. Deuxième paragraphe. La Côte d'Ivoire condamne fermement ces attaques. Elle condamne quoi?
À partir du moment où tu condamnes de la même façon le coupable et la victime, tu n'as rien condamné. Tu es en train de légitimer l'attaque. La Côte d'Ivoire n'a rien condamné. On ne peut pas condamner des attaques en mettant sur le même plan la légitime défense de l'Iran et l'agression délibérée et sauvage des États-Unis et d'Israël. On ne peut pas condamner en même temps la victime et le coupable. Condamner en même temps la victime et le coupable, c'est en réalité soutenir le coupable. En présentant le coupable comme une victime et la victime comme un coupable. Ce confusionnisme moral, ce confusionnisme diplomatique, ce confusionnisme juridique est un monument de mauvaise foi, de cynisme, d'hypocrisie, de lâcheté, de couardise, que dis-je. Quatrième paragraphe. Dans le même esprit, la Côte d'Ivoire appelle l'ensemble des acteurs impliqués à faire preuve de la plus grande retenue. Mais Alassane Dramane Ouattara a-t-il oublié que c'est lui qui déclarait la guerre contre l'Iran et contre le Niger? Voici quelqu'un qui a délibérément déclaré la guerre contre le Niger en 2023. Tout le monde l'a vu. Quel conseil il peut donner? Lui qui déclare délibérément la guerre à des gens qui ne lui ont rien fait. Qu'est-ce que le Niger avait fait à la Côte d'Ivoire pour que Ouattara veuille lui faire la guerre? Nous avons mis en place un commando de 850 à 1500 hommes pour rétablir par la force, s'il le faut, le président Mohamed Bazoum au pouvoir. Celui qui a dit ça, peut-il venir parler de retenue encore? Il n'y a même pas de frontière commune entre la Côte d'Ivoire et le Niger. Et Ouattara prétendait envoyer des soldats ivoiriens combattre au Niger pour restaurer un valet de la France-Afrique comme lui, Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey, qui a fait boum. Mais comment celui qui a utilisé sa bouche là pour vouloir faire la guerre contre les Nigériens qui ne lui ont rien fait, ou qui au contraire même ont participé à son arrivée au pouvoir en 2010-2011 en Côte d'Ivoire, comment celui-là peut parler de retenue? Est-ce que le ministre des Affaires étrangères de Ouattara même, est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Est-ce qu'il comprend ce qu'il écrit? Est-ce qu'on peut associer les concepts de retenue? Est-ce qu'on peut associer les concepts de retenue, éviter d'exacerber les tensions, privilégier des mesures de désescalade? Alassane Ouattara n'est-il pas le roi de l'escalade? Qui a voulu provoquer une guerre sous-régionale ici en Afrique de l'Ouest, si ce n'est pas Alassane Ouattara? Comment le va-t-en-guerre, le chien de garde de la France-Afrique, qu'est Alassane Dramane Ouattara, peut vouloir enseigner la paix aux victimes de l'impérialisme américano-israélien, alors que lui-même est un valet, un coupable, un complice de l'impérialisme américano-israélien. Ouattara est au pouvoir en Côte d'Ivoire avec le soutien des sionistes israéliens. Il est au pouvoir en Côte d'Ivoire avec le soutien des impérialistes occidentaux. L'armée américaine siège à l'état-major de l'armée ivoirienne. Lui, qu'est-ce qu'il peut dire? Est-ce qu'il peut avoir une position neutre dans cette affaire? Et enfin, qu'est-ce qu'il a? Elle encourage à toutes les initiatives diplomatiques et les efforts de médiation engagés par les partenaires régionaux et internationaux. Ce sont des phrases nulles qui ne servent à rien. Qui écoute Alassane Ouattara? Il peut jouer quel rôle diplomatique? Même Macron ne représente rien dans le conflit. Emmanuel Macron qui a ordonné au porte-avions, à l'un des rares et derniers porte-avions français, le Charles de Gaulle, impérial terrorisme. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire est la base arrière de l'OTAN, la base arrière de l'armée sioniste israélienne. La Côte d'Ivoire est la base arrière des groupes de mercenaires terroristes de l'OTAN, c'est-à-dire Al-Qaïda et l'État islamique. Ils ont récemment été redéployés dans la partie nord de la Côte d'Ivoire, pas loin de la région d'Odiéné, où d'ailleurs Alassane Dramane Ouattara a offert aux États-Unis une base, afin d'avoir une position efficace dans la déstabilisation du Sahel. Donc il n'y a rien à espérer de ces gens. Ils ne changeront jamais leur manière inimitable de s'asseoir. Mes chers amis, je vous remercie. C'est ainsi que je conclue ce programme et je vous remercie de m'avoir aidé à aller jusqu'au bout malgré toute la force des machines de répression. La guerre échappe aux impérialistes israélo-américains. On dit souvent qu'on sait comment commence une guerre, mais on ne sait pas comment elle finit. Ce que nous observons depuis maintenant 3 jours au Moyen-Orient, dans le duel
entre la coalition occidentale dirigée par Israël et les États-Unis et la République islamique d'Iran, ce que nous observons, c'est un véritable combat entre David, le petit David, et Goliath, l'immense, le grand Goliath. Dans la métaphore biblique, eh bien, David, qui défendait le peuple d'Israël à cette époque-là, eh bien, s'engage à affronter un géant philistin, qui s'appelait Goliath. Goliath est armé d'un javelot, il est armé d'un bouclier, il a pratiquement 3 mètres de taille, il doit faire pratiquement 200 kilos de muscles sans graisse. Le géant Goliath se dresse devant le petit David, qui lui, vêtu de peau de berger, a simplement dans les mains un petit lance-pierre. Lorsque la scène du combat entre le héros, eh bien, du peuple israélien antique, David, et le héros des Philistins, le géant Goliath, quand cette scène se met en place, tout le monde sait, tout le monde pense, tout le monde est convaincu, comme dans un match entre le Real de Madrid et le Football Club de Badalabougou, tout le monde croit, tout le monde sait que c'est très clair, et bien tout naturellement, David va se prendre une pâtée, David va se faire écraser. On voit vraiment cela comme l'organisation d'un combat de boxe entre un poids lourd du style Mike Tyson au sommet de sa forme et un combattant de poids plume. Si vous-même vous prenez le meilleur des combattants de poids plume et puis vous l'envoyez boxer contre un combattant de poids lourd, vous avez organisé un homicide. Donc, sur la ligne de départ, lorsque les États-Unis, avec leur immense armada et leur patron, parce que Israël c'est le patron des États-Unis, hein, leur petit patron Israël, parce que paradoxalement, la relation israélo-américaine est une relation perverse. C'est le petit qui commande le grand. Parce qu'en fait, c'est le lobby juif américain qui contrôle la politique américaine. C'est le lobby israélo-américain là qui contrôle la politique américaine. Il s'ensuit que le petit État d'Israël que vous voyez là, il est le patron des États-Unis. C'est une alliance dans laquelle, en réalité, le mari, ce n'est pas celui qu'on croit. Le mari n'est pas celui qu'on croit dans cette alliance-là, entre ces deux-là. Il y a le top et puis il y a le bottom dans cette alliance perverse. Et celui qui est au-dessus, eh bien, c'est en réalité Israël. C'est Netanyahou qui donne des ordres à Trump. J'ai donné une conférence il y a quelques heures pour vous expliquer la complexité de la relation entre Bibi Netanyahou, alias Satanyahou, et Donald Trump. En réalité, Donald Trump est tenu à travers le dossier Epstein, et ce sont les espions du Mossad israélien qui ont les dossiers chauds, qui ont le macabo de Donald Trump. Et voilà pourquoi, grâce à ce dossier Epstein, eh bien, Bibi Netanyahou tient Trump. Israël tient Trump. Et c'est Israël qui a amené Trump à la guerre. Littéralement, comme on amène un bouc récalcitrant pour l'égorger. Trump ne voulait pas faire cette guerre. Il ne l'aurait pas faite s'il n'était pas, en réalité, otage d'Israël, s'il n'était pas pris dans le chantage d'Israël, Israël qui détient sur Trump des dossiers brûlants, notamment comme ceux de l'affaire Epstein. Bon. En tout cas, sur la ligne de départ, il y a 2 jours, la coalition israélo-américaine, qui plus est soutenue par tous les autres pays de l'OTAN, à l'exception peut-être de la Turquie, à l'exception peut-être de l'Espagne, qui ont marqué leur réticence. La Turquie est membre de l'OTAN, hein, mais elle a marqué beaucoup de réticence. Elle a exhorté les États-Unis et Israël à ne pas attaquer l'Iran. De la même façon, l'Espagne a refusé que les États-Unis utilisent son territoire pour attaquer l'Iran, même pour combattre contre les Palestiniens. Ce sont des choses qu'il faut souligner. Le Premier ministre espagnol et le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui sont pourtant à la tête eh bien, de pays membres de l'OTAN, ont refusé que leur territoire serve de manière explicite de point de départ pour attaquer les Palestiniens ou pour attaquer eh bien, les Iraniens. Mais qu'est-ce que je veux dire? Sur la ligne de départ, tout le monde était presque sûr que en une journée, voire en 2, pas plus, les États-Unis allaient écraser l'Iran. Qui plus est avec le soutien d'Israël, Israël dont l'armée est présentée comme invincible, selon une certaine propagande qui date de la période de la guerre du Yom Kippour en 1973 contre plusieurs pays arabes.
Eh bien, a priori, le match était plié. Les États-Unis et Israël étaient dans la position du Real et l'Iran était dans la position de Football Club de chez moi à Badalabougou. Ok, d'accord. Très bien. Sauf que quand le match a commencé, on s'est rendu compte que, en fait, la coalition américano-israélienne, et c'est une coalition qui est un géant au pied d'argile. C'est un véritable Goliath. Elle a beau être musclée, elle a beau être géante, elle a beau être puissante, et même paraître très puissante, elle est très faible. Et quels sont ses points faibles, cette coalition? Là, cette guerre entre l'Iran et le couple israélo-américain nous permet de bien voir les failles de la puissance occidentale en général et américaine en particulier. Quelles sont les failles? Première faille, on découvre que les Américains ont un retard en technologie militaire. Ça, froulaï. On découvre que les Iraniens, par exemple dans le domaine des missiles balistiques, que les Iraniens ont une technologie plus développée que la technologie israélienne, que la technologie américaine. Par exemple, les Iraniens ont des missiles qui, une fois qu'ils arrivent dans la zone où ils doivent frapper, multiplient leur tête, de telle façon que les batteries anti-missiles ont l'embarras du choix. Le missile part, il est il voyage sur 1000 km. Quand il arrive à l'endroit où se trouvent ses cibles, le missile se diffracte en une vingtaine, une quinzaine, parfois même une cinquantaine de petits missiles qui s'éparpillent dans l'espace. Or, le fameux dôme de fer, le système anti-missile américain, il est fait pour frapper un missile à la fois dans une zone relativement limitée. Donc, ce système se retrouve débordé, pris au dépourvu, parce que quand les missiles iraniens arrivent, on croit qu'il y en a un, mais au moment où il arrive vers sa cible présumée, il se démultiplie en une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine de missiles. Il s'éparpille dans plusieurs directions et la défense antimissile est obligée de choisir seulement un ou deux de ces nombreux missiles qui pleuvent. Tous les autres passent. Donc, lorsque par exemple, un missile iranien arrive et qu'il se démultiplie en 20, en 30, en 40 petits missiles, la barrière antimissile américaine ou israélienne parvient seulement à éliminer 2 ou 3 de ces missiles. Il y en a 37 qui passent, il y en a 47 qui passent, il y en a 17 qui passent. Ce qui produit des dévastations énormes. Des dévastations énormes. Comparées à celles que les Iraniens subissent de la part des Israéliens et des Américains. Premier point, le retard technologique américain, le retard technologique israélien, cela remet complètement en cause l'illusion dans laquelle on était, que l'Amérique était encore vraiment la toute première puissance militaire et technologique du monde. Ce n'est plus véritablement le cas. Deuxième élément qu'on découvre, avec la faiblesse de la coalition américaine, ce qu'on découvre, c'est que la supériorité aérienne américaine, qui est supposée être écrasante, une supériorité aérienne et une supériorité maritime, grâce notamment aux porte-avions qui sont en croisière, accompagnés de navires protecteurs, cette supériorité aérienne et maritime, américaine, elle est limitée par la vulnérabilité. La vulnérabilité des pilotes et la vulnérabilité des navires de guerre américains. J'ai écouté tellement de reportages sur l'affaire que j'ai fini par, à mon avis, découvrir le point faible de toute l'armada américaine. Le point faible de toute l'armada américaine, c'est qu'elle est dépendante de systèmes de radar. Elle est dépendante de systèmes de radar qui permettent non seulement d'identifier correctement l'ennemi pour le frapper, mais qui permettent aussi, tout naturellement, de se protéger des attaques de l'ennemi. Or, qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez face à vous une puissance comme celle de l'Iran qui est capable de brouiller vos radars? C'est-à-dire de faire que les radars qui sont sur les navires américains ne voient plus. Les radars qui renseignent les avions américains ne voient plus. Les radars satellitaires qui sont supposés renseigner les troupes américaines au sol ne voient plus. L'Iran a manifestement acquis la capacité de rendre les navires américains aveugles, de rendre les avions américains aveugles, de rendre les radars américains aveugles. Et l'Iran a repéré les principaux radars américains
au sol au Moyen-Orient et est en train de les détruire les uns après les autres en utilisant sa stratégie de pluie de missiles. La stratégie de pluie de missiles. Donc voilà un deuxième point. La toute-puissance aérienne, la toute-puissance navale américaine est contrecarrée par le brouillage radar iranien. Les Iraniens ont rendu les navires et les avions américains aveugles. Rien que hier, ils en ont abattu 3. Ils ont abattu 3 avions américains. Et ils sont pratiquement en train d'endommager plus de 10 navires de guerre américains. Au point que le célèbre porte-avions américain, le Lincoln, est désormais menacé. Et la quasi-totalité des bases militaires américaines sont en train d'être déménagées. Les soldats américains sont en train de décamper de toutes les bases qu'ils occupaient parce que la stratégie de la pluie de missiles, doublée par l'aveuglement du système radar américain, rend difficile la défense des positions. Vous avez entendu l'ordre qui a été donné par les États-Unis d'Amérique à l'ensemble des citoyens américains de plus de 14 pays du Moyen-Orient de partir. C'est du jamais vu. Jamais les États-Unis n'ont appelé les citoyens américains dans 14 pays, dans toute la région du Moyen-Orient, de partir. C'est bien là un aveu d'impuissance. C'est parce que Donald Trump reconnaît qu'il n'est pas capable de protéger les troupes américaines. Il n'est pas non plus capable de protéger les populations civiles américaines au Moyen-Orient qu'il sonne la retraite. Et ça, c'est le deuxième point faible sur lequel l'Iran est en train de gagner la guerre. Il y a un troisième point faible. Il y a un troisième point faible de la coalition américano-israélienne. C'est que c'est une coalition qui est incapable de descendre au sol. C'est-à-dire d'envoyer des fantassins sur le sol iranien. Parce que l'expérience qu'elle a eue, cette coalition, lors de la guerre du Vietnam, l'expérience qu'elle a eue lors de la guerre, en Afghanistan, lors de la guerre d'Irak, l'expérience qu'elle a eue même lors de la guerre en Somalie, c'est une expérience extrêmement négative. Les troupes américaines ne descendent plus au sol, depuis qu'elles savent que quand elles descendent au sol, elles n'ont plus de supériorité systématique sur l'ennemi, et elles sont confrontées à un ennemi qui, au niveau moral, au niveau psychologique, est énormément plus déterminé que les joueurs de PlayStation de l'armée américaine. Donc, on voit qu'il y a bien là une troisième faiblesse. Les États-Unis se contentent jusqu'ici d'une campagne de bombardement aérien, de bombardement à distance, parce que en projetant des troupes au sol, ils vont se retrouver dans une situation de corps à corps avec les gardiens de la révolution. L'Iran, c'est quand même presque 100 millions d'habitants, et la plupart de ces habitants sont radicalement déterminés à en découdre avec la coalition israélo-américaine. Si les États-Unis descendent au sol, les pertes en hommes seront tellement sévères que l'opinion américaine va se retourner contre Donald Trump et ce sera un nouveau Vietnam, une nouvelle désillusion. Voilà le troisième point faible qui fait que la guerre est en train d'échapper aux Américains et aux Israéliens. Et il y a un quatrième point sur lequel ils ont perdu la guerre. Ils ont perdu la guerre sur le terrain médiatique. Observez bien ce qui se passe. Ils ont perdu la guerre sur le terrain médiatique. La quasi-totalité des réseaux sociaux mondiaux sont inondés de communication en faveur de l'Iran. Et ça, l'Iran n'a payé personne pour cela. Regardez simplement, par exemple, les réseaux sociaux africains. Dans la plupart des pages Facebook, YouTube, TikTok, que l'on peut regarder ici en Afrique, la plupart des internautes africains sont friands des informations sur les victoires symboliques de l'armée iranienne contre les États-Unis et contre Israël. Il y a des images des frappes américaines contre l'Iran. Il y a des images des frappes américaines et israéliennes contre l'Iran. Elles existent. Mais ce ne sont pas les images les plus partagées. Oui, vous qui m'écoutez, vous êtes maintenant près de 20 000 personnes au total. Quand vous allez sur Internet, vous voyez une image, comment les Américains ont bombardé, je ne sais pas, telle ou telle installation en Iran. Puis vous voyez une autre image, comment les Iraniens viennent de bombarder telle ou telle installation en Israël, ou viennent de détruire un camp militaire américain. Quel est votre réflexe? Est-ce de diffuser l'information qui montre l'Iran en position de faiblesse ou de diffuser l'information qui montre les États-Unis et Israël en position de faiblesse? Le réflexe mondialement le plus répandu, c'est de mettre en valeur les images de la faiblesse américaine et israélienne. Pourquoi? Parce que le monde en a marre de ces criminels. Le monde a marre des crimes impérialistes américains et israéliens. Ils ont passé toutes les limites. Ils ont franchi toutes les lignes rouges.
plus personne ne peut honnêtement supporter ces gens. Donc, tout ce qui leur arrive sur le théâtre d'opération, en termes de défaite, la moindre égratignure qu'ils subissent réjouit la planète tout entière. Voilà pourquoi sur le terrain de la communication, les États-Unis et Israël ont perdu la guerre. Parce que l'opinion mondiale ne retient que les coups qui leur sont portés. L'opinion ne regarde même plus les coups qu'ils portent. Les coups qu'eux ils portent là à l'Iran et qui sont des coups terribles. L'opinion dit, ça fait partie du sacrifice. Mais ce qui intéresse l'opinion, c'est les coups que l'Iran, les coups extraordinaires que l'Iran porte aux États-Unis et à Israël. Et ces coups, aucune puissance au Moyen-Orient, aucune puissance au Moyen-Orient, aucune puissance même au monde, n'avait réussi à frapper de manière aussi systématique et générale les États-Unis et tous leurs vassaux du Moyen-Orient. Jamais cela n'était arrivé. Jamais cela n'était arrivé. Donc, défaite médiatique américano-israélienne. Voilà. Voilà ce qui fait donc que la guerre leur échappe. Enfin, il y a un cinquième domaine dans lequel la guerre leur échappe. Israël et les États-Unis ont perdu le soutien même de toutes les institutions internationales dans lesquelles ils ont encore le droit de veto. L'ONU, même l'ONU a été contrainte de se déclarer contre Israël et les États-Unis. La Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale qui recherche Benjamin Netanyahou ne peut plus soutenir Israël. Donc sur le plan diplomatique, les États-Unis et Israël sont désormais les parias des relations internationales. D'ailleurs, Donald Trump a dit que pour lui, le droit international n'existe plus. Et par là, il est rejeté de toute humanité civilisée. Tout être humain qui vous dit qu'il ne faut pas qu'il y ait du droit international, eh bien, c'est un barbare, c'est un sauvage. Il n'est pas digne de vivre dans l'humanité. Car le droit international, c'est le minimum requis. Même quand ce droit est injuste, même quand ce droit est imparfait, il est nécessaire qu'il y ait du droit international pour que nous, les êtres humains, nous ne vivions pas comme des bêtes sauvages. Sans le moindre droit international, l'espèce humaine retourne complètement dans ce que Thomas Hobbes a appelé l'état de nature. Où homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme. Donc, les États-Unis et Israël sont devenus les parias des relations internationales. L'ancien Premier ministre français Dominique de Villepin soulignait que les États-Unis et Israël vont regretter d'avoir piétiné, d'avoir bousillé et bafoué le droit international. Car désormais, le monde entier considérera qu'on peut leur porter tous les coups, que tous les coups sont permis contre eux. Ils ont ouvert la boîte de Pandore. Ils ont ouvert un immense boomerang contre eux. Plus personne ne peut les couvrir. Vous voyez même la peine dans laquelle se trouvent les alliés européens traditionnels des États-Unis. Bien souvent, quand les États-Unis agressent un pays innocent, les puissances occidentales, en général, les Européens se rangent mécaniquement derrière les États-Unis. Mais là, c'est un soutien mou. C'est un soutien mou. Parce que comment soutenir Trump, qui, il y a à peine un mois, voulait arracher le Groenland? Les Européens se souviennent que ce type-là s'est levé un matin, il a dit qu'il veut prendre le Groenland. C'est le même type qui est en train d'attaquer l'Iran. Comment peuvent-ils espérer, les Américains et les Israéliens, avoir un soutien véritable des Occidentaux, alors même qu'ils ont menacé les Occidentaux de les exproprier de leur territoire, alors même que l'Occident est en réalité une colonie militaire américaine. L'Occident est militairement occupé par l'armée américaine. Vous pensez que tout cela va sans ressentiment? Vous pensez que les Allemands qui naissent, qui grandissent, qui vivent là, ils sont contents de voir leur pays toujours sous occupation militaire américaine, 70 ans après la Deuxième Guerre mondiale? Vous pensez que ça les amuse? Ça ne les amuse pas du tout. Il y a un ressentiment anti-américain. Il y a un ressentiment anti-otanien très important dans le monde occidental. Et vous avez vu comment l'Occident a été instrumentalisé. Il a été sacrifié dans le projet de déstabilisation de la Russie à travers l'Ukraine. Vous avez vu comment les pays occidentaux ont sacrifié leurs économies pour le voyou, le bandit, l'escroc, le petit néo-nazi de Zelensky. Vous avez bien vu. Donc l'Europe a tellement été humiliée par les États-Unis. Elle a été tellement piétinée par les États-Unis, sans oublier toutes les moqueries personnelles que Trump a infligées aux principaux dirigeants européens, à commencer par, eh bien, le très incompétent Macron. Donc il n'y a même pas cette solidarité diplomatique mécanique, ce grégarisme traditionnel
des Européens derrière les Américains, ils ne l'ont plus. Enfin, je viens à la 6e raison pour laquelle la guerre leur échappe. L'opinion américaine est majoritairement contre la guerre. L'opinion américaine est majoritairement contre la guerre et l'opinion israélienne est majoritairement contre la guerre. Dans leurs propres opinions politiques, américaines et israéliennes, Donald Trump et Bibi Netanyahou sont minoritaires. Voilà pourquoi leur défaite au Moyen-Orient va se retourner en un règlement de compte en politique intérieure contre eux. Donald Trump va être destitué, il va perdre les élections des midterms qui arrivent, il va être destitué, il va être arrêté et conduit en prison aux États-Unis. C'est ce qui va arriver incontestablement au grand criminel génocidaire Benjamin Netanyahou, recherché par la Cour pénale internationale. Dès qu'il va perdre le pouvoir en Israël, il va être, s'il est vivant, arrêté, menotté, mené en prison et peut-être même traîné à la CPI. Parce que dès lors que son allié principal va s'effondrer aux États-Unis, lui, il va s'effondrer en Israël. Et il y a plusieurs Israéliens qui ont le macabo de Netanyahou, alias Satanyahou, qui attendent seulement que la défaite militaire d'Israël face à l'Iran soit confirmée pour lui régler son compte. Voilà les choses que je voulais vous dire sur ce second sujet. Merci de continuer autant que vous le pouvez à partager cette émission qui a été fortement attaquée dès son lancement, notamment par exemple sur la page Franklin Nyamsi Wa Cameroun, l'Afrique des libertés, YouTube.